La vie est une suite constante d'expériences. Plus on en fait, mieux c'est. Nous sommes Selma et Swazik de Séraphin.légal. Avec Parole de juriste, nous vous proposons de décortiquer pour vous les parcours de juristes d'entreprises inspirants. Ils vous partageront leurs réussites, leurs échecs, leurs doutes et tous les conseils utiles aux nouvelles générations de juristes. Notre objectif, vous mettre à disposition toutes les recettes pour progresser dans votre carrière de manière concrète. Bonne écoute! Bonjour Ricardo. Bonjour Ricardo. Bonjour Salma, bonjour Swazik. Écoute, on est très ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui sur Parole de juriste pour plusieurs raisons. Alors, pour la petite histoire, moi j'ai découvert ton profil sur LinkedIn et j'ai tout de suite accroché en lisant la description qui met en avant tes centres d'intérêt. Donc, je vais la lire parce que c'est très important. Dans tes centres d'intérêt, t'indiques vin et spiritueux, mixologie, art culinaire, produits du terroir, accords mets et vins, voyage, électronique, grand public, jeux vidéo, bref. Sache que moi, mon cerveau s'est arrêté à produits du terroir et m'a dit, et mon cerveau m'a dit, Selma, il faut absolument contacter Ricardo et le faire intervenir sur le podcast avec Swazik. Donc, et Swazik pour le vin et spiritueux. C'est ça. Et on est extrêmement ravis de t'avoir parce que on va pouvoir évoquer une thématique qui est certes importante à mes yeux, mais je suis sûre qu'il doit l'être pour beaucoup de personnes, et notamment des juristes. C'est le sujet de l'expatriation que tu as vécu, que tu vis actuellement et que je vis actuellement également. Et justement, comment tu es tombé comme moi amoureux de la France, malgré tous les challenges administratifs que ça implique et qu'on relève à la territoire. Et donc voilà, je m'arrête de parler et je te propose de te présenter comme tu le souhaites. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation, Selma et Swazik. C'est vraiment un plaisir de partager avec vous. Je m'appelle Ricardo Lopez Suarez. Comme c'est peut-être connu en Amérique latine et en Espagne, les gens ont deux noms de famille. Donc Lopez, c'est le nom de famille de mon père et Suarez, c'est le nom de famille de ma mère. Je suis juriste aujourd'hui en entreprise chez Adoptamec. Je suis un passionné pour la cuisine, comme tu l'as dit. En effet, je trouve que la cuisine, c'est un élément indispensable de notre culture et de l'humanité. C'est une partie c'est ça qui nous fait humains. La maîtrise du feu pour cuisiner et nous donner plaisir. J'adore la technologie, j'adore tout ce qui est innovation et j'adore les histoires de toutes les façons, au cinéma, dans les séries télé, la BD, le jeu vidéo. Là où il y a une histoire, c'est vraiment très intéressant. Et retournant à la cuisine aussi, c'est plein d'histoires. Est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais enfant ? Tu voulais être chef cuisinier, auteur ? Dis-nous tout. Alors, pas du tout. Quand j'étais très petit, je pense que j'étais très impressionné de mes profs. Ces métiers d'enseigner un petit enfant à l'école maternelle, à l'école primaire, après au collège, au lycée, j'étais vraiment très impressionné de ces métiers et il y a eu notamment mon prof d'histoire à l'école primaire que je trouvais très passionnant. La façon comment il nous transmettrait les différents événements historiques et comment ces événements ont un impact dans la culture et dans l'histoire de l'humanité en général. Et une grande coïncidence avec lui, c'était un prof de l'école primaire. Je vais changer après pour le lycée quelques années vraiment plus tard. Je retrouve ce prof au lycée. Il se rappelait encore de moi. Je me rappelle encore de lui. Et c'était vraiment très, très important. C'est vraiment un de mes profs que je me souviens le plus et avec qui je suis un peu en contact encore. C'était un modèle pour moi. Vraiment, et cette passion pour son métier, c'est quelque chose qui m'a marqué et c'est quelque chose que je continue à essayer de faire. On a souvent un prof qui nous marque en primaire ou au lycée. C'était qui pour toi, Selma ? Moi, c'était Madame Carpi, professeure d'anglais au lycée Louis Massignon de Casablanca, qui nous écoutera, j'espère peut-être, d'ailleurs je l'enverrai. J'arrive pas à la retrouver. Si certains d'entre nous sont inspecteurs privés, je sais pas, détectives privés, ils peuvent m'aider à retrouver Madame Carpi sur LinkedIn, sur Google ou autre part. Je n'arrive pas à la retrouver.
Voilà. Ouais. Et moi, c'était mon prof de philosophie en terminale, Monsieur Klein, à Dax. Ah, philosophie. Ouais. Ouais, C'était j'en ai fait beaucoup en terminale. Je devais en faire 20 heures par semaine, j'en faisais aussi à côté. Mais bon, ça m'a pas empêché de me planter au bac, cela dit. Mais c'est pas grave. Cool. C'est vrai que je suis d'origine colombienne. Je viens pas de la capitale non plus. Je viens d'une autre ville, qui s'appelle Bucaramanga. Et je pense que pour un prof, voir comment son élève qu'il a connu en école primaire, dans une ville de taille moyenne, qui après est allé à la capitale, parce qu'après je vais travailler à la capitale et qui finalement va émigrer en France. Ça, c'est quelque chose qu'un prof va être très, très ravi d'écouter de ses anciens élèves. Et quand je parle avec lui, pour l'instant, il m'a dit qu'il est content. et j'aime bien partager avec lui mes histoires, parfois des photos, de voyages. Et c'est vrai que c'est intéressant de garder les contacts avec les gens qui t'ont connu depuis longtemps, quand on a les chances et l'opportunité de le faire. Bien sûr. Et puis, on le salue. Je sais pas si tu as cité son nom et prénom, mais tu peux le faire. Ah oui, c'est Messie Juan Pablo Monsalve. On le remercie en tout cas d'avoir été présent pour toi et de t'avoir inspiré, c'est super important. Et justement, tu disais que tu étais originaire de Colombie, que tu avais suivi tes études de droit en Colombie et puis que tu es arrivé à Paris pour un échange à Assas. Tu me racontais il y a quelques semaines au téléphone que tu ne parlais pas couramment français avant d'arriver ici. J'imagine que tu as aussi dû te frotter, comme on le disait tout à l'heure, aux joies de la préfecture, du titre de séjour, et surtout au challenge, au-delà de ça, au challenge d'arriver seul et jeune dans un pays et de devoir s'y intégrer. Donc si tu veux, moi je suis vraiment curieuse, même si je l'ai vécu, de savoir ce qui t'a poussé toi vers la France et pas un autre pays. Parce que typiquement la Colombie, à part si je me trompe, n'est pas un pays de culture francophone. Et comment tu as fait justement pour décider d'effectuer cet échange et comment s'est déroulé cet échange d'un point de vue universitaire ou encore même personnel, si tu peux nous en parler. Oui, en effet, la Colombie n'est pas forcément une culture francophone comme serait peut-être le Maroc ou d'autres pays avec une influence un peu plus poussée vers la France. À l'origine, la Colombie était une colonie de l'Espagne. Historiquement, une grande partie de l'Amérique latine, ce sont des anciennes colonies de l'Espagne. Et c'est vrai qu'il y a aussi un rapprochement avec l'Espagne au niveau langue. On parle espagnol, en Espagne on parle espagnol. Mais pourquoi la France? Je pense que c'est une destination entre le hasard et l'opportunité. Je savais, quand je suis entré à l'université, je voulais faire une expérience à l'étranger pendant mes études supérieures. Ça, c'était très important pour moi. Si je voulais vraiment me différencier en tant que professionnel, je me suis dit, avec un diplôme étranger, ça va être un atout. Et notamment un diplôme dans un pays qui ne parle pas l'espagnol. Parce que comme ça, j'aurais l'opportunité aussi de me faire un challenge, de apprendre une autre langue. Le hasard a voulu que quand je rentre à l'université de ma ville, l'université Pontificia Bolivariana, cette université m'a présenté l'option de faire un double diplôme avec l'université Paris 2 Assas. Je parlais pas un mot de français à l'époque. Je n'avais jamais vraiment été intéressé par la France per se. C'est vrai que côté culinaire, j'ai été toujours attiré par les techniques qui finalement c'est d'origine française, c'est la France avec Escoffier notamment qui avait organisé tout ce qui est une sauce et qu'est-ce que c'est un plat principal et vraiment la partie technique de la cuisine c'est finalement c'est d'origine française, mais la langue franchement je parlais pas du tout. Ça c'était la première année de faculté de droit et c'est cette année-là que je décide donc d'apprendre le français. J'ai eu donc plus ou moins 2-3 ans pour apprendre le français et apprendre aussi un peu sur la méthode du système d'éducation en France. Quand j'arrive en France, je me rends compte de quelque chose, que le français réel a rien à voir avec les français qu'on apprend à l'institut. Dans la réalité, les gens ne parlent pas comme ton prof des cours des langues. Le prof des cours des langues a un accent beaucoup plus neutre et une cadence beaucoup plus facile à comprendre.
dans la réalité, chaque personne a sa façon de parler. Et parfois, ça peut être très difficile à suivre. Et puis, il y a toutes les façons de parler, les manières aussi à prendre en compte. Il y a vraiment un côté culturel très intéressant. Et une petite anecdote aussi, quand j'arrive à Paris dans l'année 2010, je voulais prendre un pass Navigo dès mon arrivée à Paris, parce que une amie m'avait dit le mieux c'est de prendre un pass Navigo, ça va te faire des économies et tu vas pouvoir l'utiliser pour tous les moyens de transport. Fais-le tout de suite quand tu arrives à Paris. Je suis allé et au guichet, je demande un pass Navigo s'il vous plaît. Et le monsieur ne me répond pas. Il y a quelque chose que je fais mal. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais mal? Et j'étais avec une amie qui m'a dit, tu dois dire bonjour d'abord. Ah oui. Ah bah oui. Oui, oui. En même temps, l'amabilité parisienne n'est plus à reconnaître. Et c'est vrai que j'avais l'habitude de dire s'il vous plaît, parce que c'est l'habitude des standards, mais commencer par bonjour systématiquement, je l'avais pas. Et c'est vrai que dans des films, par exemple Midnight in Paris, ils font aussi ces réflexions-là, qu'en France, tu dois dire bonjour, même si c'est pour faire une question rapide, pour poser une question rapidement. C'est très important de commencer par les bonjours. Donc, ce type de choses, tu l'apprends quand tu arrives vraiment dans les pays. Et puis, en milieu universitaire, tu dois apprendre aussi un peu l'argot de comment les gens parlent à l'université. Et dans cette époque-là, il était très à la mode de parler avec le langage SMS à chaque fois. Et je parlais pas comme ça non plus. Donc déjà, je devais faire gaffe pour bien écrire le français. Et en plus, je devais apprendre à écrire un langage SMS pour communiquer avec mes camarades de classe. C'était pas possible. Ils t'ont aidé, tes camarades de classe, à ce moment-là? Est-ce qu'ils ils étaient compréhensifs, j'imagine, ou pas d'ailleurs, mais enfin, comment ça s'est passé avec eux? Je pense que j'ai eu la chance, encore une fois, peut-être, j'ai eu la chance de rencontrer des camarades de classe très ouverts aux étrangers, très sympas, qui m'ont aidé, sans doute. Je pense qu'une partie de mon diplôme, un petit morceau de mon premier diplôme, c'est le diplôme de Master 1 d'Assas, c'est merci à mes camarades, parce que c'est eux qui m'ont aidé, par exemple, pour toutes les notes, tous les polycopies des cours. C'était mes camarades de classe qui m'ont aidé à les savoir, parce que j'avais deux choix en fait en cours, surtout en cours magistraux. Soit je suis en train de suivre les cours, soit je pouvais prendre des notes, mais je pouvais pas faire les deux choses en même temps. Donc, j'ai décidé plutôt de suivre les cours. Mais déjà, quand on maîtrise la langue en fac de droit, mais je pense aussi dans d'autres facultés, c'est hyper compliqué de à la fois comprendre et de noter en même temps, donc de suivre et de noter en même temps. J'ose même pas imaginer pour toi qui maîtrisais quelques notions, qui ne parlait pas la langue couramment, comment tu as dû être perdu sur ton premier cours en amphithéâtre. Te demander ce que tu faisais là. Ah oui, tout à fait. Il me semble, si je me rappelle bien, c'est peut-être pas mon premier cours, mais dans la première semaine, il y avait une prof qui avait annulé les cours et je savais pas, et j'étais là, j'attendais les cours. Après, ils m'ont expliqué qu'il fallait regarder les tableaux qui disaient les cours qui étaient annulés et puis savoir pour connaître le jour de rattrapage. Mais oui, il y a des petites choses comme ça. Il y a des profs qui parlent très vite aussi. Mais j'ai eu un prof aussi à qui je dois mon diplôme, parce que il a pris un peu de son temps pour faire quelques ateliers avec les étrangers. Donc, il nous a donné quelques pistes sur comment répondre les questions, quelle est la méthode d'écriture. Parce qu'il faut savoir aussi que, en plus de la langue, en France, la façon d'écrire est différente. Tu as toujours la méthode de deux parties, deux sous-parties, éviter de faire une conclusion à la fin. C'est pas comme ça que j'avais appris. Moi, à la fac en Colombie, c'était faites des parties logiques, 2, 3, peu importe, et toujours une conclusion. Si vous n'arrivez pas à faire une conclusion, ça veut dire que tout votre développement que vous avez effectué vaut rien. Et en France, c'était au contraire, ne faites pas du tout une conclusion, laissez plutôt des questions ouvertes après de votre réflexion. Et en plus, en Colombie, on a beaucoup plus souvent des contrôles.
Là où en France, normalement, soit c'est un grand examen à la fin du semestre, et quand c'est un cours avec TD, bon, il y a certains contrôles continus, mais sinon, vraiment, c'est ton grand examen au semestre pour chaque cours qui vaut le plus. Et ça non plus, j'avais pas l'habitude. Mais bon, c'est des différences et c'est des choses très intéressantes quand on fait une expérience à l'étranger. Tu me fais faire une super transition en parlant des différences entre les universités. Justement, est-ce que la culture juridique colombienne et la culture juridique française sont différentes ou pas du tout? Et la France a une forte influence en Colombie, et notamment parce que, bah, vous le savez, il existe dans le monde deux systèmes, c'est les systèmes de droit civil et le système common law. Et la Colombie fait partie plutôt du système de droit civil. En plus, les codes civils colombiens est inspiré du code civil de Napoléon. Pour la petite histoire, le code civil de Napoléon a été importé en Amérique latine. Au début, si je me rappelle bien, c'est au Chili. Et des Chili, il va commencer à être exporté par toute l'Amérique latine. Donc, on a vraiment une forte influence. C'est la loi et la constitution qui sont la base du droit colombien. Et après, la jurisprudence peut rentrer à interpréter la loi, mais c'est pas la source principale. Donc, c'est vraiment très similaire au système français. Une chose qui m'a choqué, par contre, surtout quand je faisais des TD, la première fois que je préparais mon TD, j'ai pris les fiches qu'il fallait lire pour le TD. Je me suis rendu compte que la décision, l'arrêt de justice en France faisait une seule page. Et là, j'étais choqué parce que je comprenais pas pourquoi c'est une seule page. En Colombie, c'est pas une seule page. En Colombie, c'est beaucoup plus de pages. Je me rappelle avoir lu même des décisions de 300 pages en Colombie. Donc, Ah oui. Ça peut arriver. Pour le commentaire d'arrêt en 3 heures, c'est un peu juste. Ouais, tout à fait. Et ça aussi, c'est une différence, surtout quand le chargé des TD te dit, bon, cette décision, vous l'avez lue, quand vous avez rendu compte, c'est une application du principe des X, et cet arrêt aussi a développé les principes Y, et il t'a donné des conclusions et des choses que tu disais, mais où il a sorti ça? Je vois une seule page, et vous, tel article, vu les faits, la décision est telle. Ça, c'était tout un défi. Une autre différence très intéressante du côté, on va dire, juridique, plus pur, c'est le Conseil constitutionnel français et la Cour constitutionnelle colombienne. Dans chaque pays, ce sont les organes qui vont vraiment faire la veille pour la protection des droits et notamment pour le respect de la Constitution. Sauf que, une chose que je pense qu'en France serait un peu surprenant, la Cour constitutionnelle en Colombie se permet de interpréter certaines lois pour donner une approche faite beaucoup plus étendue. Et donc, par exemple, tout ce qui est le droit à l'avortement, même les mariages pour tous, c'était la Cour constitutionnelle qui a développé à partir des actions qui ont été présentées devant la Cour constitutionnelle. D'accord. C'est pas des choses créées par la loi, mais c'est très intéressant comment la Cour arrive vraiment à interpréter et aller au-delà. C'est toute une institution. Je pense que si quelqu'un est intéressé à faire de droit comparé constitutionnel, France-Colombie, il pourra s'amuser parce que c'est très intéressant. Je suis sûre qu'on peut trouver pas mal de ressources à la bibliothèque Cujas près du Panthéon. Ah oui, Cujas. Tu connais Cujas, on connaît tous Cujas pour les Parisiens. Pour les Parisiens, oui. Parisiens, en tout cas. Cujas, cette magnifique bibliothèque où il fait bon travailler en été quand il fait 40 degrés. Ah.
Et justement, t'es arrivé en France pour faire cet échange, et ensuite t'es retourné en Colombie, c'est-à-dire que tu ne t'es pas installé définitivement en France après l'échange. T'as été très sympa, et je le dis à nos auditeurs, tu m'as fait une timeline de tes allers-retours parce que j'étais un peu perdue, et donc merci encore. Est-ce que tu peux nous dire justement, quand tu es rentré en Colombie, tu as exercé la profession d'avocat, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous en parler? Exactement. Bon, cette expérience en 2010-2011, ça a été passionnant. Je suis vraiment tombé amoureux de la France. Mais, comme toutes les choses bonnes, il y a des épisodes, il y a des chapitres. Et du coup, mon premier chapitre de séjour en France 2010-2011, c'est fini. Et je vais rentrer en Colombie. J'obtiens mon diplôme d'avocat. Et j'ai l'opportunité de rejoindre un cabinet de propriété intellectuelle, c'est le cabinet Camille Abogados, notamment dans les domaines que j'étais intéressé, parce que le domaine de la propriété intellectuelle m'a toujours attiré, notamment parce que c'est lié avec l'innovation, les technologies, la création, et ce sont des choses qui m'attiraient beaucoup. Quelque chose qui m'est arrivé pendant cet entretien d'embauche. Déjà, c'était un cabinet à la capitale, donc je dû prendre l'avion pour aller à la capitale. Et je passe cet entretien d'embauche un peu en mode rush. Et les RH m'a dit, bon, je sais que tu n'habites pas à Bogota, donc on va essayer de faire tous les entretiens RH, manager, etc. le même jour. Et quand j'étais avec celui qui deviendrait mon responsable de l'époque, on commence à discuter, et il me demande où est-ce que j'avais étudié à Paris. Je lui dis à Paris 2. Il me répond à moi si je fais une année à Paris 2. Ok. Mais où c'était logé où exactement? Et je dis dans un foyer étudiant à rue des Sèvres. Ah, rue des Sèvres, oui, près du Bon Marché. Oui, ah bah j'étais là aussi. C'était une très belle coïncidence dont j'étais embauché aussi à la fin. Forcément. Bravo. Je trouve que travailler en cabinet, c'est vraiment très formateur. On a une diversité de projets, et on apprend à être très organisé. Et j'étais inspiré par mes deux responsables qui m'ont vraiment appris beaucoup de choses. Et j'ai eu l'opportunité en plus de continuer à travailler en français. J'avais l'opportunité vraiment de continuer à travailler en français, particulièrement à l'écrit, et de développer mes compétences en langue et en droit de la propriété intellectuelle. Non, ouais. Oui, Forcément. je sais. On est d'accord, ça c'est que c'est vraiment... On pourrait dire que la meilleure spécialité. C'est ce que j'allais dire, tu m'ôtes les mots de la bouche. J'espère que seules des personnes, des juristes en pays nous écouteront, parce que pour tous les autres, c'est pas très sympa. On n'a pas dit que on a dit que la nôtre était meilleure, c'est tout. Bon. Et Ricardo, donc t'as exercé combien de temps exactement en tant qu'avocat? 3 ans, c'est ça? 3 ans, 3 ans et 9 mois, je pense, plus ou moins. D'abord, j'étais en charge de tout ce qui était affaires étrangères, et après, j'étais plutôt en charge de tout ce qui était droit des marques et droit d'auteur en Colombie. Et c'est hyper intéressant, en tout cas ce que tu nous dis, de nous dire justement que le cabinet d'avocats t'a beaucoup apporté, et tu nous parles aussi de pluralité des dossiers. On a évoqué ce sujet avec d'autres invités qui justement ne retrouvaient pas l'aspect dossier à gérer tout du long, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Ils n'avaient pas de visibilité sur la partie opérationnelle, donc ton point de vue est super intéressant. Et est-ce que tu peux nous dire justement à quel moment tu as eu ce switch en te disant je quitte la robe et la profession d'avocat et je vais devenir juriste d'entreprise. Je sais qu'avant, tu es quand même passé par une autre expérience qui est juste incroyable. Est-ce que tu peux nous parler de cette période-là de ta vie? Oui, en effet, l'expérience qui est un peu en milieu, comme on disait avant, je suis un fan de la cuisine, et vraiment des bons produits, de connaître un peu plus de la culture. Je cuisinais vraiment depuis que je suis très petit, avec ma grand-mère, ma mère, mes tantes. Vraiment, une anecdote que ma mère adorait raconter, c'est que quand j'étais vraiment très très petit, j'aimais un gâteau à la carotte que ma grand-mère faisait, mais on n'habitait pas dans la même ville. On habitait près de la côte Caraïbe, et ma grand-mère habitait à Bucaramanga, que c'est ma ville natale. Un jour,
ma mère va découvrir que j'étais en train de couper des carottes que j'avais mis dans un bol plastique et que j'avais mis ce bol plastique au four. Euh, donc, Bravo. vous imaginez qu'est-ce qui s'est arrivé après au bol plastique? J'ai pas eu mon gâteau à la carotte de ma grand-mère, j'ai pas réussi à les faire, notamment. Mais voilà, ces gâteaux à la carotte de ma grand-mère, c'est emblématique. Et je pense que cette histoire montre vraiment mon intérêt pour la cuisine. J'avais cité dans un moment donné, quand je finissais mon bac, c'était une de mes options de faire l'école de cuisine. Je ne l'ai pas fait. Je fais la fac des droits. Franchement, je ne pourrais pas vous dire exactement pourquoi. Mais j'avais plusieurs. En fait, quand on finit le bac, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on veut faire. J'avais fait une liste de choses que je pourrais faire. Au final, je décidais d'aller à la fac des droits, mais je me suis dit, je vais faire quelque chose encore avec la cuisine. Je vais continuer à cuisiner et je l'ai fait. Et après 2 ans dans le cabinet d'avocat, je me suis dit, je vais faire une autre chose. Et j'ai décidé d'aller en Argentine pour faire une année d'études en cuisine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps que je décide ça pour faire un peu un break, et en parlant avec ma responsable, elle m'a fait un vote de confiance. J'ai pu travailler à distance. Et du coup, c'était une première expérience en télétravail 100% depuis l'Argentine pour la Colombie. Le matin, j'étais avocat. Les après-midi, j'étais étudiant de cuisine. Ah, ça veut dire que tu as continué d'exercer en même temps que tes études dans l'école. Exactement. Ok. Ah oui, ça devait être un sacré rythme. Oui, c'est une idée de fou. Je remercie toujours à ma responsable, à mes collègues et notamment aussi à l'équipe des paralégales parce que c'est vraiment la clé pour la réussite, c'est travail en équipe, c'est synergie, cette communication pour pouvoir faire du télétravail. C'était très très important et maintenant qu'on fait du télétravail à cause du Covid, disons que ces leçons-là, je les ai appliquées et repris à la situation actuelle. Et puis la cuisine était vraiment très intéressante. Ça t'apprend la discipline, ça t'apprend à être plus organisé, ça t'apprend la technique, la précision, la créativité et aussi expérimentation. Donc c'était donc vraiment la confiance pour aller au-delà d'une recette et commencer à changer, à adapter, à créer. Et ça c'est très intéressant. En plus, une chose qui est très sympa. En Colombie, il y a une chaîne une chaîne télé qui s'appelle El Gourmet, elgourmet.com, qui a déjà plusieurs années. Et dans cette école de cuisine, avait un prof qui sortait à la télé. Donc du coup, j'ai eu l'opportunité de les croiser aussi. Génial. Et en réalité, en Argentine, l'Argentine, historiquement, c'est un endroit avec une grande influence vraiment incroyable de côté européen, des immigrations très récentes, là où le reste de l'Amérique latine, notamment la Colombie, tout ce qui n'est pas très au sud, a vécu des immigrations principalement dans la période de colonisation et un peu après aussi. L'Argentine, l'Uruguay, le Chili aussi un peu, ont vécu des immigrations encore plus récentes. Donc c'est une expérience assez intéressante au niveau culturel aussi. Et je pense qu'à visiter aussi l'Argentine. Il y a un épisode d'une série qui s'appelle Les Tribulations culinaires de Phil sur Netflix qui parle justement de ces influences européennes dont tu nous parles au niveau de l'Argentine et qui est super intéressant à voir. Donc je le rajouterai en description de l'épisode si ça intéresse certains d'entre vous. Et puis comme toi, Ricardo, on en a parlé à plusieurs reprises. Je suis fan de cuisine, de bons produits. Pour moi, finalement, les meilleurs moments de ma journée et de ma semaine sont finalement le soir quand je rentre et le week-end quand j'enfile mon tablier tout neuf, que j'allume ma musique, que je mets ma cuisine un peu en feu, en m'éclatant pour faire plaisir à mon entourage autour d'un repas. C'est pas quand tu travailles avec moi? Non, c'est pas quand je travaille avec toi. Malheureusement, non, effectivement, c'est plutôt quand je suis dans la cuisine et que justement je ne pense plus à toi. Je te taquine. Et du coup, oui, je regarde pas mal de choses sur le sujet sur Netflix. Il y a plein de documentaires qui sont super bien faits, dont on parlait aussi. Donc, je suis extrêmement admirative de
de ce choix que tu as fait dans ta carrière, d'un moment te dire j'accorde du temps aussi à ma passion pour apprendre à la maîtriser Exactement. de manière professionnelle. Et moi, j'ai un exemple hyper intéressant à ce sujet qui est ma chargée de TD de 3e année de fac, qui était responsable juridique, qui a travaillé aussi en legal tech et qui a laissé tomber les sujets juridiques pour lancer son restaurant en plein Covid, ce qui est hyper courageux. Enfin, qui fait ça, mis à part Rosa? Tout à fait. Et elle a un super resto à Batignolles qui s'appelle Mise et aussi, enfin elle de son côté, elle a dû faire face à des réactions de son entourage un peu pas choquée, mais un peu interloquée par cette décision. Est-ce que toi aussi, au moment où justement tu fais ce choix, est-ce que tu te souviens de ton entourage et des retours qu'ils ont pu avoir? Oui, forcément, c'est pris comme une décision de fou. Même si au final, je peux continuer à travailler à distance. Déjà, la première question, pourquoi tu le fais pas en Colombie? Parce qu'en Colombie, il y a des écoles de cuisine aussi. En plus, ces écoles de cuisine, il y en a plusieurs qui c'est plutôt des filiales des écoles de cuisine en Argentine. Mais je voulais faire une autre chose, je voulais vraiment changer d'ambiance. Je savais que je pouvais le faire, que c'était un bon moment pour le faire. J'aurais besoin de le faire. Les voyages, c'est toujours en plus. Rencontrer d'autres cultures, même si c'était la même langue, par exemple, si c'est l'espagnol, les manières et la façon de parler est différente. La culture et les habitudes des gens sont aussi très différentes. Et puis, ça te donne l'opportunité de voir d'autres choses. Donc, pour moi, c'était vraiment très important de faire l'expérience en entière. Vraiment, si je veux faire l'école de cuisine, je veux que ce soit une expérience incroyable. C'est pour ça que j'ai décidé aussi de le faire à l'étranger. Mais oui, c'est une histoire de fou. Mais bon, je peux pas me plaindre parce que mon entourage m'a vraiment soutenu. Au bureau, comme je vous disais, c'est vraiment grâce au soutien de ma responsable, de mes collègues et de l'équipe de paralégal que je peux réussir. Et ma famille aussi m'a soutenu. Donc, c'est des expériences à faire. Si un jour quelqu'un qui nous écoute a une idée un peu folle, je pense que si on s'organise et si on réfléchit et si on arrive à la conclusion, je dois les faire, je peux les faire, il faut aller. Ouais. Ouais, je pense que c'est l'audace et la curiosité qui priment dans ces cas-là. Et exactement. Et d'avoir aussi le soutien de son entourage, c'est hyper important. Quels que soient les projets qu'on mène, on peut avoir confiance en soi tout seul et y aller. Mais quand on a ses amis, ses proches qui nous encouragent, et aussi son entourage professionnel qui est là derrière soi pour nous dire, effectivement, c'est pas deux choses totalement antinomiques. Vas-y, fonce et vis ta passion. Donc c'est hyper important et comme témoignage. En fait, il faut pas se dire qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal, c'est qu'est-ce qui me fait du bien ou qu'est-ce qui me fait du mal. Et si pour toi ça a été de faire de la cuisine, go en fait. Exactement. Après, peu importe ce que les gens peuvent en dire, ton entourage ou les autres avec un grand A. Et puis, des chemins, il y en a beaucoup. Donc, il n'y a pas de chemin parfait. C'est chacun de nous qui fait son chemin. Et c'est mieux de faire son chemin dans les choses qu'on aime. Exactement. Et est-ce que c'est pour ça que fin 2017, tu reviens en France pour rejoindre Mouette Hennessy et puis Pernod Ricard en stage? Est-ce que tu pourrais nous parler de cette période-là? Et est-ce que tu as dû faire des stages parce qu'il n'y avait pas de poste en CDI? Ou est-ce que c'était une vraie volonté de ta part? C'est là où ça complique un peu le timeline. Bon, j'ai passé une année en Argentine. C'était 2015-2016. Et puis, je vais rentrer en Colombie pour quelques mois avant de partir à Strasbourg pour faire mon Master 2 finalement. Une autre chose qui est différente entre la culture académique et professionnelle de la Colombie et la France, c'est que en Colombie, on fait d'abord en première diplôme entre 4 et 5 ans, souvent 5 ans, et après on travaille et après on fait un deuxième diplôme, un master, etc.
Ok. On ne le fait pas comme en France tout de suite jusqu'au Master 2. Après, le Master 2 en France, c'est 5 ans. Donc, c'est un peu équivalent. Euh, mais voilà, donc pour moi, c'est important d'avoir une expérience professionnelle. C'est pour ça que je prends mon temps aussi pour rejoindre le Master 2. Et dans le cadre de ce Master 2 à Strasbourg, je vais faire un stage chez Moët Hennessy à Épernay, au milieu de champs et près du Champagne. Une expérience vraiment passionnante. Je m'aurais jamais imaginé de pouvoir le faire, mais c'était sympa. Et bon, question de documentation. C'était un stage de 6 mois. Mon titre de séjour allait périmer, je pense qu'au 12e mois de stage, quelque chose comme ça. Donc, je renouvelais mon titre de séjour, je renouvelais mon statut étudiant, et ça, c'est pour une année. Donc, ça m'a donné l'opportunité, c'est encore une fois, c'est une chose entre le hasard et l'opportunité, et c'est pour ça aussi que je veux faire un 12e stage chez Pernod Ricard. Donc, c'était le bon moment, la bonne opportunité pour continuer encore dans les vins et les spiritueux et mettre en valeur mon parcours aussi, parce que mon parcours étranger en Colombie, le mettre en valeur avec des expériences en France, dans des entreprises très emblématiques comme Moët Hennessy et Pernod Ricard, je me suis dit, ça vaut les coups. Et puis, petite cerise sur les gâteaux, continuer dans les domaines des vins spiritueux, c'était incroyable. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ces 2 stages, et avant de passer finalement en CDI. Et ces 2 stages, c'était pendant ton Master 2 ou juste après ton Master 2 à Strasbourg? Juste après. En fait, mon master, c'était un master pro. Donc, il demandait de faire un stage. Cet stage-là, c'était le stage des Moët Hennessy. Ok. Mais nous, en tout cas, dans l'année dans laquelle j'étais, nous, on commençait très tard les stages. Parce que je sais qu'il y a des universités avec des master pro que le stage commence assez tôt, plutôt avril. Oui, plutôt avril, mai. Et nous, on commençait plutôt plus tard, plutôt juin, juillet. Donc, ça faisait vraiment que si je voulais faire les stages de 6 mois, je devais renouveler mon statut étudiant. Ouais. Et voilà. Donc, Et après ces 2 stages de 6 mois, tu as dû chercher un emploi de manière permanente. Donc, j'imagine que tu cherchais en CDD ou en CDI. Est-ce que tu peux nous raconter cette magnifique histoire, ce magnifique challenge que constitue le changement de statut étudiant à salarié, duquel je viens de sortir hier d'ailleurs, après 9 mois, 10 mois de galère, mais soutenu par mon équipe, heureusement. Je viens enfin de trouver ce joyau, ce titre de séjour. Je vais l'encadrer partout. Je vais l'envoyer à tout le monde, à tous nos invités. Waouh, je vais le fêter comme jamais. Est-ce que tu peux nous parler de ça? oui. Donc, renouveler les titres de séjour étudiant, c'est plus ou moins facile, on va dire, parce que du moment que tu es inscrit à l'université, tu l'obtiens. Après, c'est une démarche qui est faite à la préfecture, que tu dois vraiment trouver ton rendez-vous, passer au moins une demi-journée, organiser tous les dossiers. Mais c'est des choses qu'il faut faire. Et puis, pour changer des statuts, là, il y a plusieurs possibilités. Et quand j'étais en train de me renseigner sur les différentes possibilités, je tombe sur l'autorisation provisoire de séjour. Je fais ça d'abord. Avant de passer à les statuts salariés, je vais demander une autorisation provisoire de séjour. Étudiant étranger qui cherche un travail. Et l'avantage de passer avec, on appelle ça APS, peut-être que tu connais. Ouais. L'avantage de passer avec l'APS, c'est que tu peux signer et commencer à travailler dans ton nouveau contrat sans avoir besoin d'attendre le changement de statut officiellement à salarié. Parce que normalement, si on fait les changements des étudiants à salariés directement, il est nécessaire d'attendre d'abord l'autorisation de travail qui va autoriser le changement de statut pour pouvoir commencer à travailler. Donc, pour éviter cela, le mieux c'est de demander à l'APS. Une chose intéressante que je ne savais pas, c'est que l'APS c'est donné tout de suite. Le même jour qu'on va à la préfecture, ces jours-là, on obtient l'autorisation provisoire de séjour.
Donc, s'il y a des étudiants étrangers qui nous écoutent, je vous encourage à ne pas hésiter à demander l'autorisation provisoire de séjour si vous avez un projet pour rester un peu plus longtemps en France. Ça change un peu les conditions selon la nationalité, mais dans mon cas, c'était une année, si je ne me trompe pas. C'est une durée d'une année. Du coup, ça te rallonge un peu le temps pour trouver le CDI ou le CDD que tu aimerais. En plus, avec l'APS, tu peux faire un CDD de 6 mois sans changer de statut. C'est quand même intéressant. Mais c'est le type de choses que on apprend en faisant. Et voilà, c'était ça les chemins. Ça fait des rendez-vous qu'on doit chercher à la préfecture. Selon la préfecture, parfois c'est rapide, parfois c'est plus compliqué. Pour l'APS, j'étais déjà à Paris et la préfecture a une antenne à la cité universitaire qui est dédiée aux étudiants étrangers. Et là-bas, on trouve des interlocuteurs qui peuvent aider aux étudiants vraiment qui ont des projets pour rester un peu plus longtemps. Et puis, cette démarche de titre de séjour salarié, bah, c'est que pour la première année. Et après, il faut la renouveler. Ah bon? Oui, sauf, je sais qu'il y a des exceptions. Parfois, ils donnent le titre de séjour pour 4 ans. Moi, ils m'ont le donné pour une année. Et puis, les tout nouveaux que j'ai eu récemment, c'est pour 4 ans. Voilà, donc, c'est vrai que ça... Mais oui, c'est des démarches qu'il faut faire. Il faut pas stresser. Je pense qu'il faut respirer, c'est dire, il faut les faire, organiser, vraiment collecter tous les documents, être prêt à tout, parce qu'il faut noter que la préfecture a le droit de te demander des documents en plus, si nécessaire. Donc, il faut être prêt à tout. Il faut vraiment être bien organisé, présenter bien les choses, suivre toutes les démarches qu'il faut faire. Et c'est comme ça qu'on obtient finalement les prix, les gréals des titres de séjour. Après, forcément, ça dépend des cas. Il y a d'autres façons de pouvoir travailler en France. Par exemple, si c'est quelqu'un qui a plutôt un projet d'entrepreneuriat, c'est un autre titre de séjour, c'est pas les titres de séjour salariés. Donc, c'est vraiment chaque cas est particulier. Je pense qu'étant qu'étranger hors Union européenne, on a 2 charges finalement. On a la partie administrative de son statut et en plus, on doit trouver son CDI ou son CDD. Et est-ce que tu as eu envie de tout plaquer parce que c'était trop compliqué, trop long, changer de métier? Je me suis donné des deadlines personnelles. J'aime bien faire ça. En fait, mes parents m'ont toujours dit il faut planifier les choses pour mieux prendre des décisions. Et du coup, par exemple, pour l'Argentine, j'avais pris la décision après une réflexion et après avoir planifié plus ou moins combien ça allait me coûter, les différentes options que j'avais pour vraiment vivre mon expérience bien. Et là, pour rester en France aussi, je me suis dit, bon, j'ai l'APS, je peux rester une année. De préférence, je voudrais un CDI parce que ça va faciliter vraiment les démarches pour avoir les titres de séjour. Mais bon, avec l'APS, moi, je peux avoir les CDD et travailler 6 mois et après peut-être trouver un CDI. Donc, je me suis mis des deadlines et les choses ont bien marché. Mais je me suis jamais dit que j'étais fermé à retourner en Colombie. Parce qu'à la base, je suis venu pour avoir un Master 2 et avoir une expérience en France aussi pour enrichir mon profil professionnel sans vouloir vraiment rester en France. Si je pouvais rentrer en Colombie et dire regardez, j'en ai plein de français, ça aurait été aussi un autre schéma. Mais les circonstances m'ont amené à rester encore en France et à continuer cette aventure ici. Et est-ce que c'est à ce moment-là que tu es arrivé chez Adopte un mec, une entreprise que tout le monde connaît de près ou de loin aujourd'hui, en tant que juriste propriété intellectuelle et nouvelles technologies? Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste ton poste et la place de la culture juridique au sein de cette entreprise? Je tombais sur une annonce parmi d'autres, mais l'annonce d'Adopte un mec était très intéressante parce qu'il cherchait quelqu'un qui parlait anglais, français et espagnol. Et puis, c'est une marque que tout le monde connaît.
C'est très bien passé l'entretien et j'ai eu l'opportunité de prendre le poste de juriste en propriété intellectuelle et nouvelles technologies. Ce que j'appelle aussi les juristes produits. En fait, je travaille sur 3 domaines d'activité. D'un côté, la propriété intellectuelle, on marque droit d'auteur, dessin, les stratégies, protection de la réputation sur Internet, et aussi les contact management, ce qui implique vraiment être très près des opérationnels et connaître le projet et les besoins. Et finalement, tout ce qui est protection des données et service client. Vous pouvez imaginer que Adoptamec est très sensible à la protection des données de nos utilisateurs. Et en général, c'est que je trouvais chez Adoptamec, c'est une équipe passionnée avec qui je peux échanger. Je m'entends très bien avec les développeurs, avec les marketing, avec ma responsable. Et cela m'a permis vraiment à mettre en place différentes stratégies et à vraiment continuer et apporter ma touche professionnelle à la culture juridique de l'entreprise. Et est-ce qu'il y a des documents que tu as rédigés justement pour sensibiliser les opérationnels, ou c'est vraiment de l'échange informel mais qui sert au quotidien? Les deux. Un de mes projets, c'était de mettre en place une petite formation. Je trouve que ça, c'est très important, de faire une formation à l'année, par exemple. Et dans cette petite formation, présenter l'équipe juridique, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi c'est important de prendre en compte le juridique pour les différents projets, comment on peut travailler ensemble. Vraiment, j'ai construit cette présentation avec la vision d'une synergie entre les équipes. Et puis, comme c'est une petite activité à l'entreprise, dans cette époque-là dans laquelle on n'avait pas Covid, bon, forcément on accompagne avec un petit déjeuner, des choses sympas. Donc c'est une opportunité aussi de faire des liens avec ses collègues. Et puis, en continu, il faut toujours, je pense, parler avec ses collègues, savoir un peu plus, s'intéresser sur qu'est-ce qui fait les marketing, qu'est-ce qui fait les services clients. C'est dépasser un peu de la profession juridique telle qu'elle et aller au-delà. Et ça, c'est très important, notamment dans un poste de juriste en entreprise. Je trouve que un point positif, c'est qu'on est plus près du produit, de la marque. Et un défi, c'est qu'il faut être près du produit et de la marque. C'est vraiment en connaissance les produits et en connaissance ce que nos collègues font qu'on peut répondre aux besoins business, techniques et juridiques de l'entreprise. Ouais, c'est extrêmement important de la communication et la circulation d'informations. Tout à fait. Et est-ce que tes collègues profitent de ta cuisine? Alors, oui, un peu. Je fais des confitures, des petites choses à partager pour mes collègues. C'est pas les mêmes types de choses que la menu au bureau, c'est un type de choses qu'on peut cuisiner pour partager chez soi, mais quand j'ai l'opportunité, si je peux faire des confitures ou des choses à partager, des cookies, c'est sympa, ça donne aussi un côté social avec mes collègues. Et tu leur rappelles à ce moment-là l'importance de faire signer des contrats et des autorisations. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que l'intégration par la nourriture, moi je l'ai souvent faite. Ricardo, je sais pas si ça a été ton cas aussi, mais à chaque fois que j'arrivais dans une nouvelle équipe ou une nouvelle entreprise, je bombardais tout le monde de gâteaux marocains, de confitures aussi, ou de différentes choses, et ça marche souvent. Ouais, regarde, moi je fais des madeleines, je fais des gâteaux, ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne aussi. Et tu nous as parlé justement de ton expatriation en France. Est-ce que tu peux parler pour les personnes qui souhaiteraient, pour les juristes qui souhaiteraient s'installer en Colombie, est-ce que tu pourrais parler de la Colombie et des avantages que ça peut avoir éventuellement, ou des choses, en tout cas, qu'il faut savoir avant de se lancer dans un tel projet? Oui, avec plaisir. En plus, j'ai des connaissances qui ont fait les chemins à l'inverse, en effet, et en juridique et dans d'autres métiers, et qui sont tombés amoureux de la Colombie aussi. Une chose qu'il faut savoir côté juridique, c'est que en Colombie,
ça n'existait pas une différence entre juriste et avocat. Notre premier diplôme universitaire, c'est un diplôme d'avocat et ça fait fonction de tout. Donc, on n'a pas ces dichotomies qui existent ici en France. L'avantage, c'est que avec un titre français, vous pouvez travailler en Colombie comme conseil, on va dire conseil juridique. Mais si vous voulez être avocat, il y a une démarche à faire d'équivalence. Donc, apparemment, c'est pas très difficile, de ce que j'ai entendu. Il y a une chose et ça, c'est aussi une différence entre les styles académiques colombiens et les styles académiques français. Vous, en fait, si je ne me trompe pas, quand vous demandez la convalidation du titre français en Colombie, vous allez passer à un QCM. Je pense qu'il y a une partie que c'est écriture, mais principalement, il me semble que c'est un QCM à faire si vous voulez vraiment exercer comme avocat. Mais si vous voulez simplement être un conseil juridique, ça va donner la valeur, mais je pense que c'est aussi important de parler avec le futur employeur si c'est vraiment nécessaire. Donc ça, c'est un point à prendre en compte, mais c'est une petite démarche à faire. Sinon, normalement aussi, comme en France, l'entreprise doit faire une démarche pour aider à obtenir le visa de la personne. Mais bon, tout ça, c'est la partie administrative. Et c'est que les retours que j'ai eu, c'est que c'est assez facile. Je ne sais pas parce que je ne l'ai pas vécu dans l'autre sens. Mais oui, c'est quelque chose à faire. Il y a beaucoup de cabinets d'avocats en Colombie. Quand on travaille en cabinet d'avocat en Colombie, on est salarié, on n'est pas en profession libérale comme en France. Okay. Donc ça, c'est un peu un avantage pour certains, j'imagine. Et après, aujourd'hui, il y a vraiment un intérêt pour continuer les développements de l'industrie, et je pense qu'il y a pas mal d'opportunités. Et Business France est très actif en Colombie. J'ai eu l'opportunité de travailler avec eux aussi un peu quand j'étais avocat en Colombie. Donc, je pense que c'est intéressant. Il faut savoir, côté pays, qu'il n'y a pas de saison en Colombie. Donc, soit il fait chaud, soit il fait froid toute l'année. À vous de choisir. À la capitale, il fait froid. À la capitale, il fait 18, 16. Mais si vous voulez chaud, il faut aller Medellín, que c'est une autre ville très connue et qu'il faut visiter. Je conseille visiter Medellín. Là-bas, il fait plutôt 22, 23, donc c'est un peu plus chaud. Chez moi, à Bucaramanga, il fait 27. Ah oui, d'accord. 28, 29. Donc, c'est chaud toute l'année. Et puis, c'est toute une aventure. On parle espagnol. J'ai entendu parler qu'on parle l'un des meilleurs espagnols du monde. À voir. Forcément. On a une cuisine très variée, avec pas mal de plats mijotés, pas mal de soupes. Il y a une street food aussi très intéressante. On mange souvent des empanadas, qui peut-être vous connaissez parce qu'il y a l'Argentine qui fait aussi, et l'Espagne notamment qui fait aussi des empanadas. Nos empanadas sont un peu différentes parce que c'est souvent frit. Et là, en Espagne et en Argentine, c'est plutôt au four. Mais bon, frit, c'est toujours bon. C'est toujours meilleur, frit, on est d'accord. on peut le dire, Ricardo, n'hésite pas. Et puis, on adore le riz, on mange beaucoup de riz. On mange un peu moins de pain qu'en France. Ce sont des choses qui est différentes aussi. Et vous trouverez la viande, le fromage, pas au même niveau qu'en France. On préfère, je pense qu'en Colombie, on trouve souvent des fromages plus frais et pas des fromages très affinés. Une autre chose importante et quelque chose que pas mal de gens me disent, les fruits. Comme il n'y a pas de saison, il y a des fruits toute l'année. Et ça, c'est très bien, c'est incroyable. Ce qui est génial avec Ricardo, c'est qu'on peut commencer par parler juridique et pourquoi s'installer, enfin, quelles sont les démarches et quel est le contexte
juridique et les opportunités business et finir par parler de glace, de fruits Et on de voyage. soleil. Et c'est génial. Et d'ailleurs, j'espère que tu es sollicité par l'Office du tourisme tu fais très bien le job. Moi, j'ai une question pour toi, Ricardo. Je voulais savoir quels étaient les challenges ou les objectifs que tu voudrais réaliser et qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière. Je voudrais continuer à aller au-delà du métier du juriste classique. C'est ce qu'on dit un peu aujourd'hui aussi, d'être un vrai business partner. Et dans ce cadre-là, je voudrais continuer à développer mes compétences transverses, notamment des compétences en management ou business development. C'est des choses que je souhaite et j'envisage continuer à travailler sur ça, parce qu'il faut aller au-delà du droit et du juridique. En entreprise, il faut vraiment connaître le côté business et je trouve ça très passionnant et très intéressant, voir comment les stratégies est au cœur d'un métier et au cœur d'une société. Et est-ce que tu recherches un local commercial pour te lancer dans la restauration? Parce que j'en ai quelques-uns pour toi. Un jour peut-être, je ne sais pas encore. C'est vrai que éventuellement j'aimerais faire aussi un projet en parallèle avec la cuisine. C'est quelque chose que j'adore et que je continue à faire. Avec mes amis, je dis venez, je veux cuisiner pour faire ça. Quand j'étais à Strasbourg, j'étais un foyer étudiant et j'avais pas de cuisine. Donc je disais à mes amis, on fait une soirée chez un de mes amis. Ne vous inquiétez pas, je vais tout cuisiner pour vous. Donc, comme j'avais pas de cuisine dans mon foyer. Mais oui, peut-être un jour, je ne sais pas encore. Pas forcément un restaurant. Je pense qu'en cuisine aussi, il y a pas mal d'autres métiers. J'aime bien, par exemple, il y a une dame que je trouve très intéressante qui s'appelle Fuchsia Dunlop. C'est une femme britannique qui a fait une école de cuisine en Chine. Déjà, dans cette école-là, elle raconte son expérience et elle était, je pense que c'était la seule étrangère et en plus, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Mais elle a fait ça, elle a appris beaucoup et aujourd'hui, elle est une ambassadrice de la culture et de la cuisine chinoise, surtout de la région de Sichuan. Donc, si vous adorez la cuisine chinoise, je vous conseille de lire Fuchsia Dunlop. Ce qu'elle fait, c'est ça. Elle publie des livres. Elle est ambassadrice de la culture chinoise et elle le fait vraiment avec une approche très intéressante parce qu'elle prend en compte la culture du pays et pourquoi en Chine on mange de telle ou de telle autre façon. Donc en cuisine, il y a beaucoup de métiers et aujourd'hui, je pourrais pas vous dire exactement ce que j'aimerais faire du côté cuisine, mais c'est quelque chose qui est dans ma tête de faire un projet éventuellement à côté. Bah écoute, si Juan Arbelaez nous entend, je vais lui envoyer l'épisode et je vais le solliciter pour s'associer avec toi en lui disant que c'est la meilleure idée qu'il peut avoir pour ses futurs projets. Écoute, on va passer à la dernière partie de l'épisode, Ricardo. Je vais te poser 4 questions et je te propose de me répondre du tac au tac. D'accord. Super. Si tu devais révolutionner un processus métier, quel serait-il? Les relations opérationnelles avec les juridiques. C'est quelque chose qu'on parle beaucoup, mais que c'est nécessaire de le rappeler. Les juridiques doivent vraiment être un business partner. Il faut arrêter de penser que les juridiques, c'est problématique ou que c'est un stop aux idées. C'est pas le cas. Les juridiques, c'est un business partner. Très clair. Très très clair. Deuxième question, quel est ton conseil numéro 1 pour bien collaborer avec ses clients internes? Comme on disait tout à l'heure, communication et synergie. Il faut en parler, il faut discuter, il faut s'intéresser aux autres. Et c'est comme ça qu'on va mieux connaître le produit, les besoins, les stratégies, et qu'on peut vraiment proposer une stratégie et un travail en équipe et en synergie. Une chose qui m'arrive souvent, c'est que de mon côté, mes solutions
juridiques, mes logiciels juridiques, et le marketing aussi, c'est le logiciel marketing. Et on trouve des réponses pour un besoin quand on compare les résultats des deux logiciels, par exemple. Très clair, très clair. Et donc avoir une démarche empathique finalement envers ces équipes. C'est noté. Troisième question, quel outil recommandes-tu pour le métier de juriste d'entreprise ? Il y en a plusieurs et je pense que ça va selon les missions et les besoins. Pour moi, c'est important un outil de documentation, réglementation, jurisprudence, modèle, mais notamment tout ce qui est notes de synthèse et articles d'actualité. Parce qu'un juriste en entreprise, on n'a pas forcément toujours le temps d'aller en profondeur en droit. Donc avoir un article d'actualité, une base de données avec des articles d'actualité et des notes de synthèse est très important et ça aide à trouver les réponses pertinentes rapidement. Après, on a aussi les outils de gestion d'information ou de gestion documentaire. Dans mon cas, en probité intellectuelle, on parle souvent de le logiciel de management des portefeuilles, mais on a aussi, par exemple, les logiciels de contract management. Donc, c'est des logiciels qui sont très intéressants, qui aident à conserver, organiser et retrouver les informations plus facilement. Et puis, il faut pas oublier les côtés intelligence artificielle, ou des outils un peu plus, on va dire, pragmatiques. Moi, du côté probité intellectuelle, j'utilise des outils Brand Protection, c'est qui m'aide à surveiller l'Internet avec une capacité qu'un humain ne pourrait pas le faire. Et je peux, grâce à cet outil-là, avoir une vision de l'Internet et sa relation avec la marque Adopt-A-Mec beaucoup plus approfondie pour trouver des solutions et construire les stratégies de protection de la marque. Très clair, le message est bien passé, Ricardo. Dernière question, encore une fois ma question préférée. Si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations de juristes qui souhaiteraient progresser dans leur carrière, quel serait-il ? Rêver. The sky is the limit. Il faut vraiment suivre ses passions. Comme on disait avant, si vous avez envie de faire telle chose, prenez un peu le temps de réfléchir, de planifier et de vous décider. On ne sait jamais qu'est-ce qu'on va faire demain, où on sera demain. Si on veut, on peut le faire. Surtout, je dis, parce que moi aussi je l'ai vécu, mais n'hésitez pas à partir à l'étranger. C'est pas pour tous, mais si vous avez la possibilité, si vous avez l'envie, n'hésitez pas à partir à l'étranger. Même si, et on l'a pas abordé, mais parfois les gens disent que le métier juridique c'est coincé dans un pays ou dans une juridiction. Ce n'est pas vrai du tout. Le métier juridique, c'est une façon de penser, une façon de réfléchir, une façon de faire des recherches, de trouver des réponses, des solutions et des stratégies. Et vous pouvez faire ça ici, en Colombie, aux États-Unis, en Angleterre. C'est à vous de décider, c'est à vous de rêver et de suivre vos passions. Écoute, sur ces très belles paroles motivantes et inspirantes, enfin, je te remercie de dire tout ça, c'est hyper important. On a passé un très bon moment encore, également avec toi et merci d'avoir partagé tes expériences sur ton arrivée en France, au-delà du titre de séjour, mais comment tu as fait justement pour t'intégrer au fur et à mesure et c'est hyper précieux. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, dans les jours à venir, je vais probablement, mais maintenant que je le dis, je vais devoir le faire, publier une sorte de centre de documentation, mais très très bref contenant l'intégralité des informations pour faire ces démarches de changement de statut étudiant à salarié. Je dis pas que je vais refaire servicepublic.fr, mais en tout cas mettre les documents qui moi ont pu m'aider, par exemple pour relancer la préfecture quand c'était nécessaire pour constituer des preuves quand il le fallait, ou encore en tout cas l'intégralité des documents à présenter, les bonnes pratiques, les choses à savoir, ce qu'il faut budgéter, combien ça coûte. Enfin, donc si ça t'intéresse, je te l'enverrai avant et tu pourras, si tu le veux, rajouter des petits éléments. Avec plaisir. Et puis encore une fois, merci. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci Ricardo. À très bientôt. À très bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.
N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, ou encore comme moi, à inciter vos collègues à s'abonner au podcast. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous souhaitez découvrir comment Séraphin Légal révolutionne le secteur du contract management grâce aux nouvelles technologies, rendez-vous sur séraphin.légal, section Demandez une démo. Merci encore et à très vite.